Les Voix de l'Esprit. Les Voix de l'Esprit. Un podcast éclairé et éclairant avec Julie et Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Alors aujourd'hui, notre podcast s'intitule « Regard sur la spiritualité ». Alors évidemment, le sujet est immensément vaste et vertigineux. Nous n'avons pas pour vocation dans ce podcast à donner une définition de la dite spiritualité, parce que nous sommes bien conscients que ce mot qui est spiritualité englobe une notion qui dépasse notre entendement, mental d'humain. Oui. Et qu'il y a aussi toute une partie de ressenti dans cette notion-là. Alors voilà, nous on va apporter notre regard là-dessus. Et puis vous auditeurs ressentirez ce qui entre en écho en fait, avec votre cœur tout simplement. Oui, mais c'est évidemment de commencer par là, c'est-à-dire qu'effectivement la spiritualité ne peut pas être définie au sens où on y mettrait un contour, au sens où on l'emprisonnerait dans une définition, au sens où ça serait un ensemble de pratiques, un ensemble de règles, un ensemble de lois, un ensemble de principes, de préceptes, c'est évidemment indéfinissable. Et donc c'est pour ça que ce qui est d'abord à relever, c'est qu'on ne peut pas d'un côté dire il y a les matérialistes et de l'autre côté les spiritualistes. Puisque effectivement, lorsqu'on parle de spiritualité, en fait, on parle de l'esprit. Et l'esprit, c'est ce qui précède tout ce qui est. Même la matière, du coup, dans ton propos. Et la matière, du plus subtil au plus dense. Puisqu'effectivement, on voit bien que pour créer un arbre, tout simplement, ou faire fleurir une fleur, eh bien, il va y avoir besoin de différents éléments, plus ou moins dense. Donc on va avoir effectivement besoin de la terre d'abord comme support pour qu'elle puisse ou que l'arbre puisse grandir. Ensuite on va avoir besoin d'eau qui est quand même un élément un peu plus fluide, un peu moins dense. Il va y avoir aussi besoin d'air. Cet air qui va apporter cet oxygène, ce gaz carbonique aussi dont ont besoin les végétaux. Et puis il va y avoir aussi besoin évidemment de lumière, donc la lumière du soleil qui va lui permettre de développer sa croissance. Donc en plus on a prouvé, on a démontré, ça c'est une petite parenthèse, que c'est dans des rapports très contraire à ce que intuitivement on pourrait penser. On pourrait se dire que la plante ou l'arbre puise ses ressources avant tout dans la terre, et en fait en réalité non. Il prend ses ressources dans la lumière et dans l'air, et un peu moins après dans l'eau, et encore un peu moins dans la terre. Donc on voit bien que finalement le subtil, donc l'esprit, nourrit davantage que le dense, que la matière. Qui est la Terre. Donc ça bouleverse un petit peu notre perception du monde. Et en fait, ce qu'on doit se dire, c'est que tout ce qui est immatériel précède le matériel. Et en réalité, il est inutile justement de faire du coup une dichotomie, une séparation entre matérialiste et spiritualiste. Parce que c'est comme une cascade en fait. C'est un écoulement de l'esprit qui est créateur vers sa manifestation dans le concret, dans le réel, dans ce que nous pouvons appréhender avec nos sens. Et donc qui fait que cette manifestation dense porte en elle toute la subtilité de l'esprit en fait. Absolument. Et c'est ce qui fait qu'on avait envie de faire ce podcast aussi, essentiellement, afin qu'on puisse ne plus faire cette dichotomie dont tu parles, et donc qualifier les gens de cette personne est très spirituelle, exact. Ou un peu perché, d'autres qui sont très matérialistes, cartésiens. Ça n'empêche pas que leur personnalité puisse avoir ses traits de caractère, c'est-à-dire d'être très à la fois attiré, motivé par la matière, que ce soit par posséder des choses, que ce soit par tenter de comprendre comment fonctionnent les choses, ce qu'on appelle la science par exemple, comment les choses fonctionnent dans la densité. Mais à savoir que ça ne les exclut pas en fait d'avoir accès à l'esprit
Oui. De par même leurs recherches qu'ils peuvent faire ou ce dans quoi. Alors, évidemment, beaucoup de personnes on se met dans des cases, évidemment, dans l'humanité, et donc on considère que quelqu'un qui va être trop matérialiste n'a pas du tout accès à l'esprit, or lui-même finit par le croire. Et donc, ce qui fait que les différences, les fossés entre les personnes, en fait, se creusent à ce niveau-là, et que on en fait presque une fatalité, c'est-à-dire que voilà, lui, il est matérialiste, lui non, il a accès au spirituel, et donc on peut plus se rencontrer en fait. Et alors que finalement, il n'y a aucune séparation en soi, quand on prend de la hauteur, par rapport à tout ça, il n'y a aucune séparation. Oui, c'est un petit peu, on peut prendre l'exemple basique, c'est vous êtes... chez vous, il y a une clôture entre vous et la maison du voisin, il y a une frontière entre la France et l'Espagne, il y a une frontière virtuelle même au niveau des départements ou des régions, et puis il y a une frontière entre qui est l'océan ou qui est une mer entre différents continents, mais lorsqu'on s'élève véritablement et qu'on a une vue de l'espace, c'est une seule et même planète. Donc on voit bien qu'en fait, c'est peut-être une analogie que je fais, mais c'est une analogie concrète aussi au niveau de nos disciplines, comme tu le rappelais, c'est-à-dire les disciplines, j'entends les secteurs dans lesquels l'humain va travailler. C'est effectivement, il y a des métiers, on va dire, qui sont dits plus terre à terre, et d'autres qui sont dits plus, qui font beaucoup plus appel à l'imagination, à l'intuition, etc., etc. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les plus grands précurseurs, j'ai envie de dire, de notre temps, comme Albert Einstein, c'est quelqu'un qui nous disait, voilà, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Donc il avait cette relation véritablement à ce que pouvait lui insuffler la connaissance de l'esprit. Parce que l'esprit, justement, c'est cette vastitude avec à l'intérieur l'ensemble de tout ce qui préexiste à la matière. Et donc, plus on s'élève, plus on capte d'informations qui nous permettent ensuite de le restituer à travers de l'art, à travers des mathématiques, à travers de la physique, à travers de la biologie, à travers tout un tas de l'enseignement. Enfin, peu importe, il n'y a pas de limite à la retranscription de la manière dont l'esprit finalement s'adresse à nous ou passe à travers nous. Alors effectivement, si on va comme ça, on est dans une fuite vers l'attachement, l'emprisonnement, la possessivité, la possession, le matériel, etc. On se coupe de ça, parce que finalement, on refuse de recevoir la créativité qui est innée en nous. On refuse de s'abandonner à ce flux finalement de l'esprit qui demande en fait à nous parcourir, à nous pénétrer. À travers l'intuition, notamment. À travers l'intuition. Ouais. Donc, à la fois, c'est vrai quand on finit par croire qu'on est que purement concret, terre à terre, etc. Mais aussi, il faut savoir que plus on entretient finalement ces schémas, que ce soit en pensée ou que ce soit en acte, eh bien, plus on se coupe de l'esprit. Mais pour bien comprendre en fait ce qu'est l'esprit, j'ai envie de dire, il s'agit de regarder un petit peu comment se produit une action, une manifestation en termes concrets dans notre quotidien. On a d'abord, avant de réaliser quelques projets que ce soit, une pensée ou des pensées qui nous donnent une idée à manifester. Cette idée, ensuite, elle va passer au stade d'en parler. Si on n'en parle pas, certains font le choix de ne pas en parler, eh bien elle va passer en tout cas au stade de l'écrit. C'est-à-dire qu'elle va se traduire en mots, même si ce n'est pas des mots exprimés, ce sont des mots écrits. Donc on va mettre sur papier notre idée. Et ensuite, on va la mettre en action. Donc on va créer de nos mains cette idée qu'on a reçue. Donc voilà, c'est une descente, on le voit bien, même dans le corps. C'est-à-dire que la tête étant en haut, la bouche étant un peu plus bas, et puis le fer, donc les mains étant encore un peu plus en descendant dans l'architecture du corps biologique. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est simplement que l'esprit se manifeste à travers nous à chaque fois qu'on est dans sa réception et qu'on veut manifester quelque chose de nouveau qui nous
qui nous anime, qui nous anime, ouais. À laquelle on aspire. Alors bien trop souvent, malheureusement, l'ego s'empare de cela, en disant c'est mon idée. Oui. Et évidemment, ça c'est encore une chose qui coupe, parce que quand on s'approprie du coup les idées, on en fait des objets de possession et on s'enferme dans cette densité. Il faut savoir que, comme tu le dis, cet esprit est une source infinie d'informations et que c'est ce qui explique que en différents endroits du monde, au même moment, plusieurs personnes vont avoir la même idée et que certains, effectivement, vont laisser l'esprit les traverser pour que cette idée puisse se concrétiser dans la densité, alors comme tu le dis, soit à travers des paroles, des écrits, puis une réalisation physique. Quand d'autres n'iront pas au bout, l'étoufferont en eux ou la garderont dans un coin de leur tête en se disant c'est mon idée mais en n'en faisant rien. Et c'est ce qui explique effectivement qu'on peut voir jaillir en fait en différents points du globe des mêmes idées qui vont se manifester parfois presque de la même manière, parfois différemment. Et il ne s'agit pas là de quelque chose de magique ou même de l'ordre du plagiat, comme on peut l'entendre parfois. Pas du tout. Mais véritablement une même connexion. À une même région de l'espace, de l'esprit. Ce qui nous relie d'ailleurs à des personnes, parfois parce qu'on voit jaillir les mêmes idées avec des personnes dont on se sent proche, que ce soit des personnes qu'on connaisse ou des personnes qu'on ne connaisse pas personnellement, mais qui nous inspire, et puis on voit que il y a des choses auxquelles on est connecté en fait ensemble au même moment. Et ça c'est beau de pouvoir le percevoir. C'est ce que certains rappelleraient aussi des synchronicités, peut-être des choses comme ça. Mais c'est tout simplement cette capacité à se laisser traverser et à ne pas s'approprier en fait tout ça, de ne pas venir y mettre l'ego et juste d'accueillir, que ce soit une chanson, un texte, une œuvre picturale, une découverte scientifique, comme étant en fait véritablement un cadeau qu'on se fait à soi-même, qui est un cadeau du grand tout, mais qu'on se fait à soi-même en le recevant et en l'offrant au monde à notre manière en fait. Et finalement, lorsqu'on est dans cette posture dans laquelle de réception, de réceptivité et de don, on comprend, on finit par comprendre que tout ce que l'esprit finalement nous offre, ou en tout cas tout ce que l'on reçoit de cet esprit, n'est jamais qu'une redécouverte de ce qui est déjà là. Et donc en ce sens, comme ce n'est qu'une redécouverte, une révélation de ce qui était pour l'instant jusqu'à présent inaccessible, eh bien, en aucun cas, ça ne peut nous appartenir, puisque ça appartient à tous. Et c'est cette humanité qui, effectivement, pour l'instant, se chamaille, se tiraille, revendique son œuvre, accuse l'autre de l'avoir photocopiée. Le droit de bénéficier de l'argent que ça va susciter parfois, générer. Exactement. Eh bien, c'est en cela que cette humanité, pour l'instant, est encore finalement dans une espèce de cour de récréation où on se chamaillerait le ballon ou la corde à sauter en disant c'est à moi. Simplement parce qu'on l'aurait trouvé là traînant dans un coin depuis 2 ans, dissimulé derrière le casier. C'est ça. Et en fait, ce n'est que ça. C'est juste que quand on découvre quelque chose, ça a pour vocation, 1, à être partagé, et 2, de pas en faire l'objet d'une appropriation ou d'une accaparation. Puisque de toute façon, ça appartient en définitive à tous, et ça a pour vocation de bénéficier au plus grand nombre. Donc pour cela, évidemment, il faut qu'on soit dans un principe de coopération, de coordination, de de complémentarité aussi, en se disant si lui effectivement il a reçu cette idée qui semble analogue à la mienne au même moment, et que plutôt que de penser qu'il me l'a piqué ou que je lui aurais piqué, peut-être que nous avons, à part notre capacité, c'est-à-dire nos différents regards sur la même chose, la possibilité de nous unir pour justement faire encore grandir, expanser cette œuvre que nous avons reçue. Et donc plutôt que de
rentrer dans une forme soit de compétition, parce qu'on peut rentrer dans une compétition, l'un qui dépose le truc à l'INPI ou qui pose un brevet, l'autre qui va le développer sous un autre terme, etc., sous un autre modèle. Donc plutôt que de rentrer comme ça dans un modèle compétitif, on pourrait rentrer dans un modèle collaboratif. Et c'est ça qui nous attend finalement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'esprit, lui, nous sera véritablement accessible dans sa totalité, dans sa totalité, en tout cas dans sa totalité, au sens où il nous permettra vraiment de comprendre que nous sommes tous dans un même jardin, et que si nous considérons que nous devons mettre, je sais pas moi, du grillage, une clôture entre le tournesol et la marguerite. Et la marguerite, eh bien à ce moment-là, ce que nous faisons, c'est simplement du travail en fait en trop, hein, c'est-à-dire qu'on s'épuise à ériger des barrières, et en plus de ça, qu'on se tue finalement, on se meurt à petit feu, parce que on ne peut pas véritablement partager nos différences, on ne peut pas partager nos sensibilités, on ne peut pas partager nos regards, qui forcément vont nous permettre de nous élever vers cette compréhension plus vaste de l'esprit. Alors évidemment, ça sera jamais, on ne pourra jamais comprendre l'esprit comme ça dans sa totalité, puisque comme on le dit, il est tellement infini, qui n'en est pas appréhendable. Oui. Mais par contre, effectivement, à chaque fois, on va pouvoir passer des paliers. Et le palier qui nous attend là, c'est celui-ci. C'est de reconnaître, là, dans les temps prochains, par l'effondrement qui est là à nos portes, que c'est un effondrement avant tout de ce fameux grillage, de cette clôture, etc. De l'ego. De l'ego qui a érigé des sas, des protections, des digues et des barrières entre les uns les unes et les autres. Et qui par là même se coupe de la spiritualité. Et qui par là même se coupe véritablement de la réception de l'esprit. Puisque à partir du moment où on se dit c'est à moi, eh bien évidemment, le flux ne nous parcourt plus. Et c'est ce qu'on dit, à un moment donné de ma vie, j'étais hyper réceptif, j'ai eu des intuitions, j'ai créé ça, et maintenant c'est la page blanche, j'y arrive plus, etc. Ou on a des artistes qui à un moment donné ont eu cette connexion, et puis ensuite ils font du plagiat, mais d'eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'ils remoulinent la même œuvre qu'ils ont fait à l'infini dans différentes tonalités, et en plus le public les adore, parce que le public aime la répétitivité, la reproduction, etc. Et donc finalement ils ne créent plus, ils reproduisent en saupoudrant de petits, ils changent la sauce, quoi, ils changent les épices. Oui, parce qu'au départ, en fait, il y a cette fraîcheur de l'être qui donc reçoit sans se poser de questions, qui est dans cet enthousiasme en fait de la vie. Et puis petit à petit, comme tu le dis, qui se rend compte qu'il y a des choses qui marchent, qui va aussi avoir des influences extérieures, des producteurs, des gens qui vont autour de lui dire ça marche, ça marche pas. L'ego vient analyser. La situation, combien ça fait de chiffres, combien ça rapporte, etc. Et puis, petit à petit, en entrant dans ces calculs, dans une forme de stratégie, en fait, pour faire carrière, pour toutes ces choses, on se coupe, comme tu dis, de la réceptivité. Et c'est là qu'on doit mettre en place des plans. On échafaude, en fait, des plans pour pouvoir se maintenir dans cette illusion, en fait, qui est devenue, en fait, la vie, quoi. L'illusion d'être aimé, adulé, etc. Mais c'est plus cette fraîcheur première et cette intuition, cette réceptivité avec l'esprit. Donc quand on est un peu sensible, je pense que parmi nos auditeurs, il y a forcément des gens à qui ça va parler. Quand on est sensible, il y a des choses, on ne sait pas bien les expliquer, mais quand on reçoit quelque chose, une œuvre, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui est décalé, quelque chose qui est plus de l'ordre du mental, justement, de l'échafaudage un peu, que de celle de la véritable réceptivité. Et on sait reconnaître, en fait, sans pouvoir nécessairement l'expliquer. Et c'est ce qui caractérise... Si c'est la fréquence du cœur ou de la réflexion. Oui, exactement. Et c'est ce qui caractérise, je trouve, l'esprit et la spiritualité en tant que telle, c'est qu'il n'y a pas d'explication, en fait. Et parfois, effectivement, je dirais que les cartésiens durs peuvent avoir envie de rentrer dans des débats avec les spirituels
pour un petit peu aller les titiller, aller chercher. Et quand les personnes qui sont vraiment habitées et traversées par l'esprit ne trouvent pas forcément le langage du mental, justement, pour venir... et c'est souvent ce qui agrandit les fossés, en fait, approfondit les fossés entre les gens, tout simplement, parce que on se qualifie ensuite de perché parce qu'on ne sait pas expliquer, ou alors l'autre, on le qualifie de complètement dans la densité et enfermé dans ses croyances. Et je trouve que ce qui pourrait nous ramener, en fait, à cette non-séparation, c'est véritablement, et on en a fait un podcast, c'est le quotidien. C'est-à-dire ne plus séparer, et ça c'est valable pour tout le monde, je dirais, qu'on soit très matérialiste ou qualifié de matérialiste, ou qu'on soit plutôt dans le monde spirituel, un peu déconnecté justement du monde matériel. Tout le monde peut le faire, en fait. On est amené à ça dans le quotidien, c'est-à-dire à ne plus y voir une marque du matérialisme, pur et dur et bête et méchant, je dirais, dans le fait de faire la vaisselle, de faire la cuisine, de passer, d'aider ses enfants à faire ses devoirs, et d'y voir en fait une manifestation à chaque fois, la possibilité de réception de l'esprit à chaque instant, en fait. Pourquoi se couper quand on est dans ces actes-là, dans ces tâches, qu'on appelle des tâches, de ne plus les voir comme des tâches, mais juste comme des actions du quotidien où on peut inviter toujours et encore la présence et l'esprit. Oui. Et l'esprit, il se reconnaît dans l'équilibre. Il est équilibre. Il équilibre les choses. Et je crois qu'effectivement, lorsqu'on est soit trop dans la densité, soit trop effectivement en fuite de celle-ci, c'est-à-dire, comme tu disais, perché là-haut, dans sa tête, dans les nuages, avec les anges ou les archanges ou je ne sais quoi, mais finalement on n'est pas dans l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est le centre, donc c'est le cœur. Donc en définitive, lorsqu'on parle aujourd'hui de spiritualité, le problème c'est que ça met une caste avec des gens qui seraient soit des gens qui font de la méditation, des sages là assis, qui sont limite à 7, donc qui mangent pas beaucoup, qui ont aucun divertissement, qui aucun divertissement. On pense qu'ils n'ont aucune joie aussi, alors que... Oui. C'est ça, un peu maussade, voilà. Et puis de l'autre côté, ceux qui, les carpe diem, je jouis de la vie, je profite, on n'a qu'une vie, faut vraiment brûler la chandelle par les deux bouts, moi je vis mes passions à 100%, enfin voilà. C'est comme ça, c'est ce qu'on entend en fait. Mais pas du tout, puisque si l'esprit est équilibre, justement, il est cet équilibre entre le rationnel, entre la planification, entre le calcul et entre l'imaginaire, l'intuition et toute finalement la beauté qu'on peut voir dans l'émerveillement aussi de chaque chose qui est là concrètement sur notre planète, c'est-à-dire la nature et éventuellement même une voiture qui peut avoir des aspects esthétiques très beaux, à certains égards. Donc finalement, quand on est dans cet équilibre, on est capable de considérer que la spiritualité, donc l'esprit, englobe tout, il ne sépare pas. Et simplement, pour pouvoir être dans cette réception, il faut être en équilibre, c'est-à-dire ni trop dans l'intuition, parce que si on n'est que dans l'intuition, le côté perché, finalement, on reçoit, mais on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas. Et si on n'est que trop dans la densité et le fait de vivre pour vivre là et de vraiment se donner à fond, en fait on n'a pas du tout de sagesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la créativité, on est dans le fait de faire les choses parce que soit ça représente un intérêt pour nous, soit ça représente du plaisir, etc. Donc finalement, dans les deux cas de figure, on est dans le déséquilibre. Alors c'est pour ça que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est à voir comme à choisir en fait finalement un côté ou un autre. Par contre, effectivement, il y a des voies sans issue qui sont vraiment à prendre en compte, puisque l'équilibre, qui dit équilibre, dit modération et dit tempérance. Et donc, être dans des excès ou être dans des renoncements, des privations, c'est pas la voie qui nous mène vers l'esprit, qui nous mène vers davantage de communication, de communion avec finalement
le vivant. Ouais. L'ensemble du vivant. Donc, certains peuvent appeler ça l'univers, d'autres peuvent appeler ça la nature, d'autres peuvent appeler ça Dieu, d'autres le vivant. Moi, j'aime bien dire le vivant parce que finalement, tout est mouvement, tout est en vie, tout dispose à sa façon aussi d'un cœur, que ce soit le végétal, le minéral ou l'animal, et l'humain, évidemment. Et donc, à partir du moment où on est dans cet équilibre, on est dans le centre. Et quand on est dans le centre, on est dans le cœur. Et quand on est dans ce cœur, évidemment, ce qui nous relie, la trame de fond, c'est toujours l'amour. Et c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il y a une fréquence qu'on reconnaît comme étant véritable, comme étant authentique, eh bien, c'est cette fréquence-là, celle qui échappe aux échafaudages, aux constructions mentales. Parce que c'est ça. Et à la vue, en fait, au sens. Hein, et à la vue, au sens. Ouais. Et lorsqu'on propose une création, quelle qu'elle soit, eh bien, elle porte cette signature de l'amour. Et on la reconnaît parce qu'elle a une reconnaissance, finalement, dans la matière. C'est qu'elle a toujours, elle est porteuse d'une grande simplicité. C'est Einstein qui le disait, d'ailleurs, toute équation qui est juste, elle l'est parce qu'elle est simple. Et ça, vraiment, s'il y a quelque chose à conserver, c'est ça. Parce que dans cette simplicité, il y a cet essentiel, qui est donc l'amour. Voilà, et ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Et c'est en ça où, finalement, un chemin de spiritualité est un chemin difficile. Puisque c'est un chemin où on va devoir, jour après jour, déjà admettre nos murailles, celles qu'on a érigées entre, finalement, nous et tout ce vivant, et les enlever une à une. Et évidemment, vous voyez, déterrer des choses, etc., si on le faisait, ne serait-ce que, justement, de manière concrète, ben, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile de venir enlever les mauvaises herbes, comme on dit. Hein. De venir enlever les mauvaises herbes, de sortir les clôtures, de déraciner des choses qui ont été enfouies et qui ont pris... Et qui se sont enracinées en nous, en fait. Hein. Et qui se sont enracinées en nous. Et donc... lorsque finalement on veut pouvoir goûter à cette simplicité, eh bien on va en passer par des moments difficiles. Parce que voilà, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Oui, et c'est vrai que l'esprit humain a été vraiment éduqué à aller vers la complication. Hein. Oui. On le voit dans nos sociétés aujourd'hui, hein. Plus c'est compliqué, on a l'impression qu'on recherche la complexité en fait. Oui. Hein. Donc, comme tu dis, c'est tellement enraciné en nous, ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire que si c'est trop simple, c'est presque suspect. Oui, en c'est fait, suspect. Hein. Donc, ça ne convient pas au mental, en fait. Hein. C'est suspect par le mental, suspecté par le mental, du coup, d'être de mauvaise qualité, de ne pas être valable, quoi. Oui, légitime. Légitime. Et quand quelque chose nous traverse dans cette simplicité, comme tu dis, parce que c'est l'esprit qui véritablement s'invite, eh bien souvent le mental, justement, il vient annihiler cela ou l'empêcher en fait de véritablement continuer son chemin vers la réalisation, parce que il est suspecté, en fait, ce qui nous traverse est suspecté d'être trop simple, en fait. Parce que nous avons été biberonnés, on pourrait dire ça, au fait que tout ce qui doit être créé doit être fourni à partir d'un effort, que ça se mérite, qu'il faut en avoir bavé, et que c'est ça qui rend finalement notre œuvre, notre réalisation, notre cause valable, justifiable, valeureuse, meilleure que, etc. Et en fait... tout un ensemble de témoignages de vie de gens qui justement ont traversé les pires épreuves et qui, à force de combats, de luttes, etc., ils sont parvenus, ils sont arrivés ou ont construit des empires d'entreprises à partir de ces modèles-là. C'est tellement enraciné qu'il faut en chier pour pouvoir gagner sa croûte, comme on dit, eh bien qu'on n'arrive pas à se dire qu'en fait c'est exactement l'inverse que nous propose la vie. Ouais. Et pour revenir à ce regard sur la spiritualité, finalement, quand on a un regard sur les différentes spiritualités qui ont pu se développer dans le monde, même si évidemment le cœur et l'esprit est au centre,
à partir du moment où un dogme se développe autour de cette spiritualité et qu'on y voit une forme de complexification due au mental, parce qu'il n'y a pas autre que le mental qui peut poser des règles, des lois, des dogmes, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Voilà, ça ne peut pas être le cœur qui parle de cette manière, ça ne peut pas être l'esprit, évidemment. Donc, on peut aussi se référer à cette... ce langage de notre cœur, ce bon sens. Voilà, ce bon sens inné, qui sait en fait reconnaître ce qui est véritablement la marque de l'esprit pur parmi les hommes. Et en faire finalement notre voie, peut-être notre phare, et d'aller dans ces directions-là qui nous sont proposées, d'aller vers ces personnes qui savent se laisser traverser par l'esprit, d'aller vers ces endroits du monde où on sent véritablement qu'il y a une vraie pureté, une vraie simplicité, pour peut-être mieux aussi soi-même se relaisser traverser à nouveau, voilà. Et cette voie ne peut pas s'emprunter à moitié, puisque lorsqu'on marche dans une direction, on ne peut pas marcher dans une autre. Ça va de soi, sinon on prend le risque de s'écarteler, finalement. Donc, ou de faire du surplace, puisque si on avance de 3 pas et qu'on recule de 2, finalement on reste à la même place, on n'a pas bougé. Donc c'est là où ça nous demande... une audace déjà, premièrement, parce qu'il faut oser y aller, déraciner tout ce qu'il y a déraciné, je le disais, c'est difficile, et puis ensuite une persévérance, une conviction, une foi, en tout cas une confiance dans le fait de suivre cette voie qui peut effectivement, comme tu le disais, emprunter 1000 lieux, 1000 visages, à condition effectivement qu'elle soit porteuse de lumière et d'amour. Ce sera le mot de la fin, Clément. Oui. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par les Voix de l'Esprit, incarnées par Julie et Clément. Nous sommes très heureux de partager ces émissions avec vous et nous vous remercions infiniment pour votre écoute. Si cela résonne avec votre aspiration à voir notre humanité converger vers un monde plus libre et plus unifié, vous pouvez participer au déploiement de cette vibration en vous abonnant à notre podcast. Nous nous réjouissons de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode et nous vous souhaitons de joyeux moments.